Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. C'est un grand jour car la version 4.5.0 est enfin disponible. Je l'ai sous les yeux, je viens de la télécharger, voici le splash screen magnifique qui est tiré d'un jeu qui a été réalisé par le studio Blender, leur premier si je dis pas de bêtises, et qui est disponible gratuitement sur Steam si jamais ça vous dit de le tester, foncez. Donc nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui c'est de passer un petit peu en revue les fonctionnalités du patch note que j'ai sous les yeux. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description, sachant qu'il y a plein de petites choses, des fonctionnalités majeures en termes d'avancement, d'autres un petit peu plus anecdotiques quand on passera du coup un petit peu plus vite, mais on va essayer de faire une sorte de tour d'horizon global de toutes ces fonctionnalités. A noter que la 4.5 c'est une version dite LTS, donc qui signifie Long Term Support, donc c'est-à-dire que Blender s'engage pendant plusieurs années à vous proposer un contenu qui est stable avec des correctifs de bugs, du fixe sur le long terme. Donc si jamais vous cherchez à développer un pipeline sur Blender et que vous hésitez encore entre plusieurs versions, je vous conseille fortement de choisir une version LTS. Vous voyez qu'il y en a plusieurs, en principe c'est toutes les 3 ou 4 versions, ça dépend. Souvent c'est les 3 versions, hein. On le voit ici, là il y avait une petite exception. Donc voilà, tant qu'à faire, autant prendre la dernière, la 4.5, comme ça vous êtes safe sur plusieurs années. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette version ? La première chose qui va nous intéresser, c'est l'apparition de Vulkan. Alors Vulkan, c'est quoi? C'est tout simplement une API graphique, c'est-à-dire que c'est l'API avec laquelle Blender va communiquer avec votre matériel, à savoir la carte graphique. Donc par défaut, Blender est un OpenGL qui est une API graphique la plus commune, on va dire, de nos jours, mais petit à petit, Vulkan pointe le bout de son nez. On a du Vulkan sur plein de jeux, sur plein de logiciels maintenant petit à petit, et Blender fait partie de ça. Alors par défaut, vous allez être un OpenGL, il vous faut les changer dans les paramètres, sachant que je vais insister sur plusieurs points importants sur ça. Ça offre effectivement un gain de performance assez conséquent sur plein de calculs effectués par le GPU. Donc tout ce qui est ouverture de scène, tout ce qui est compilation de shaders, tout ce qui est manipulation de forte densité de mesh dans la viewport, tout ce qui est subdivision, tout ça, ça va être optimisé. A priori, pas de changement drastique en ce qui concerne le rendu, parce que c'est vraiment un processus qui est à part. Peut-être que ça viendra, une optimisation avec ça, mais pour le moment, de ce que j'ai pu tester du moins, ça n'a pas vraiment d'optimisation de ce côté-là. Quelque chose qui est ultra important, et d'ailleurs, il veut le mettre juste ici, sachant que c'est un calcul qui est fait par le hardware donc de votre PC, hein, le matériel informatique tout simplement, il est très important de garder à jour tous les drivers. Pourquoi ? Parce que Blender communique en étroite collaboration avec Vulkan pour vous permettre d'avoir les meilleures performances possibles. Donc si jamais vous n'avez pas les derniers drivers, si jamais ils sont relativement obsolètes, mais c'est fortement conseillé, si vous passez en Vulkan, de mettre à jour tous les pilotes, comme ça vous aurez les meilleures performances possibles. Il y a également certaines limitations, je vous laisserai regarder si jamais ça vous intéresse, mais il y a encore quelques fonctionnalités qui ne sont pas forcément compatibles avec Vulkan ou qui sont très peu optimisées, donc c'est entre guillemets du bêta testing. Vous pouvez passer dessus, si ça améliore les performances, tant mieux. Si vous voyez qu'il y a des choses qui sont un petit peu buggées dessus, vous pouvez tout simplement, en allant dans les paramètres juste ici, changer le backend et automatiquement, ça switchera soit en Vulkan, soit en OpenGL. Donc ça, c'est la grosse nouveauté et c'est très prometteur, hein. Donc moi, de ce que j'ai fait comme test, c'est quand même assez majeur sur les scènes un petit peu lourdes. Celles qui ramaient un petit peu avant, quand vous passiez en Material Preview, ça compilait tout un par un, là, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc à vous de tester, et ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'en fonction de votre configuration, les résultats peuvent être un petit peu aléatoires d'une scène à l'autre. Donc ensuite, nous avons des modifications sur le Geometry Node, avec l'apparition du drag and drop très simple pour importer plein de types d'assets externes à Blender. Donc que ce soit du CSV, du PLY, du VDB, du STL, du OBJ, du texte. Donc un simple drag and drop, comme on le voit ici. Regardez, ça permet vraiment d'importer tout type de fichiers. C'est ultra pratique. Donc ça va être ultra important pour importer des assets externes dans Geometry Node. Avant, c'était un petit peu plus compliqué, donc là, un simple drag and drop, et c'est compatible avec plein de nouveaux formats, donc ça, on apprécie. Également le nouveau format string qui permet de formater une chaîne de caractères. Exemple typique qui est proposé ici, qui peut être très bien, ça va certainement parler à ceux qui font du compositing, où on merge plein de séquences de VXR basées sur la frame. Là, c'est un petit peu la même chose. On peut récupérer un attribut de frame, un paramètre basé sur notre scène, et en fonction de ça, vous voyez que ça va nous générer
dans cette chaîne de caractères-là, à l'endroit où on a des dièses, formatés avec le numéro de la frame. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour faire des traitements un petit peu en batch, en compilant les informations, en formatant certaines données directement de votre ordinateur. Donc ça, c'est ultra cool. Nouveau également système de gestion de nodes normales qui permet de faire un petit peu ce qu'on faisait avant avec le normal weight, un modifier qui était présent directement dans Blender qui permettait de transférer les normales d'un asset à un autre. Vous voyez la différence entre ce qu'on avait au début, où les normales ne sont pas du tout partagées, c'est deux normales individuelles entre les assets, et dès qu'on va switcher, hop là, sur l'interprétation commune de normales, vous voyez ce qui se passe? Automatiquement, ça va nous générer une incrustation de l'asset qui est beaucoup plus convaincante. Donc ça permet, en gardant deux mèches séparées, sans refaire une rotopo, d'avoir quelque chose qui vient épouser un petit peu la surface. Alors c'est pas magique, hein, si jamais on a un close-up ou si jamais on doit faire des traitements dessus, ça reste deux mèches séparées et ça ne vaudra jamais un remesh qui serait fait à la main. Mais quand on est en géométrie node, qu'on est sur un système full procédural, c'est quand même très utile. Donc ça garde en tête parce que c'est très très cool. Vous allez voir comme Blender petit à petit également se dirige vers plus en plus de compatibilité avec le Grease Pencil. Donc il y a plein de nodes qui permettent de gérer par exemple, un exemple parlant, la softness pour la douceur on va dire de notre coup de crayon. Donc tout ça c'est procédural, c'est dynamique, c'est introduit au gestionnaire de nodes de Blender, au Geometry Node, donc c'est quand même très très cool. Donc je vous laisserai creuser un petit peu ça. On a également le Node Tools qui nous permet de faire des panneaux beaucoup plus poussés quand on crée des Geometry Nodes, à savoir des panneaux qui peuvent se collapser. Donc ça c'était quelque chose qui manquait énormément, qui était présent dans les outils déjà de base de Blender. Et petit à petit l'objectif c'est de vous permettre de vous donner la main sur la création de vos propres tools internes à Blender, tout en restant dans une cohérence visuelle en termes d'interface. C'est vrai que jusqu'à présent, tout ce qui sortait de Geometry Node, c'était un petit peu une bulle assumée qui était hors UI de ce qui est présent dans Blender de base. Maintenant, c'est un petit peu différent. Petit à petit, on essaie de se diriger vers quelque chose pour avoir quelque chose de cohérent globalement dans le logiciel, que ce soit une feature native présente par défaut ou que ce soit vos propres tools. Donc vous avez quelque chose qui a été en ce sens dans cette nouvelle version de Blender et des petites modifications sur la recherche d'attributs, par exemple sur les derniers opérateurs. Donc ça c'est cool. Plein de nouveaux nodes qui sont ici. Alors ils n'ont pas détaillé, mais il y en a que je trouve ultra intéressantes. Par exemple le caméra info qui permet, vous voyez, d'avoir la longueur focale, le clipping start, le clipping end, la distance de focus, est-ce qu'elle est orthographique ou non, ça retourne en boolean. Donc tout ça, ça va nous permettre de faire des opérandes sur la caméra directement dans le Geometry Node. On peut penser par exemple à une décimation ou un système de LOD basé sur la distance de focus. Ça pourrait être intéressant. On pourrait penser à différents éléments en fonction du clipping end ou start, avoir des features différentes sur le Geometry Node. Donc il y a plein de petites choses qui sont ultra intéressantes sur le caméra info, des options mathématiques, des calculs qui n'étaient pas présents avant qui peuvent être intéressants, toujours des choses sur le Grease Pencil qu'on a vu juste en haut, mais là ils ont mis les visuels, donc le Grease Pencil Color, Grease Pencil Softness et le Grease Pencil Depth pour la profondeur en fonction du mélange 2D 3D. Vous allez voir que petit à petit on se dirige vers ça et c'est vraiment cool. Donc là plein de petits exemples de ce qui est fait dans les nouveaux systèmes de Geometry Node. Donc c'est quand même ultra intéressant tout ce qui est fait maintenant par la communauté. Ça vous montre un petit peu le potentiel de tout ce qui est faisable, des systèmes de full assez dynamiques, avec des choses qui sont offsetées, qui sont ultra fluides, des traitements d'images ou autres. Donc voilà, ça offre plein de possibilités, donc je pense que vous pouvez vous faire plaisir. Plein d'optimisation de performance. Alors là où ils sont pas forcément clairs, c'est du coup, est-ce que les chiffres, c'est en passant également sur du Vulkan? Est-ce que c'est sur les settings de base? On sait pas trop. Comme à chaque fois, bien évidemment, on remarque que c'est de plus en plus optimisé quand on compare les statistiques et même en manipulant un petit peu des scènes de version en version, donc ça c'est cool. Bon, je n'ai pas remarqué de changement faramineux si on reste en OpenGL. Par contre, en Vulkan, c'est notable, donc à voir. Vous pouvez faire vos propres tests. Une fois de plus, c'est vachement dépendant de votre configuration, donc c'est à vous de tester. Également, un objectif de Geometry Node qui est très très cool, c'est de vous permettre, spoiler alert, Air Dynamic Physics, de faire des systèmes de simulation directement en Geometry Node. Donc là, on peut imaginer un Particle Solver, donc c'est quelque chose qui va calculer un système de particules avec un émetteur de particules, de la gravité, des colliders, une gestion de distance minimum pour éviter que les particules se pénètrent entre elles. Donc tout ça, c'est
un petit peu pour se rapprocher de ce qu'on peut faire dans Houdini. Alors il faudra des années et des années pour avoir un système équivalent, mais petit à petit quand même Blender grappille du terrain là-dessus, donc c'est vraiment cool que le Geometry Node soit mis de plus en plus en avant parce que c'est un petit peu l'avenir. Le système procédural et le nodal, on connaît tous les avantages, avec très peu d'inconvénients quand même, donc c'est cool que Blender pousse petit à petit sur ça. Vous avez plein de nouveaux nodes qui sont présents ici, donc je vous laisserai regarder plus en détail si vous voulez, mais les principaux on les a déjà vus. Donc une fois de plus, voilà, Blender 4.5 LTS est drastiquement plus rapide, c'est noticeably, c'est-à-dire que c'est vraiment, on s'en aperçoit de suite, grâce notamment à l'amélioration du loading des textures, la vitesse d'exécution au lancement, la compilation des shaders en multithreading, donc c'est-à-dire que, pour vous la faire rapide, quand vous avez un CPU, donc un processeur, il peut calculer plusieurs threads en même temps, donc c'est plusieurs fils de calcul pour faire très simple, plusieurs mini-processus, et maintenant il y a une optimisation sur la compilation des shaders qui a été faite sur ça, donc à voir. Ça aussi, une fois de plus, je l'ai remarqué avec Vulkan, avec le système de base. Bon, je l'ai un petit peu moins éprouvé, mais visiblement, il y a quand même des améliorations. Une nouvelle fonctionnalité qui était absente de Eevee et qui commençait un petit peu à faire de la peine, hein, c'est le système de bias qui était présent déjà sur Cycles depuis moultes années. On l'avait sur la version 3.0. Voilà, on a même, hop là, le même GIF qui est juste ici. Donc ça permet vraiment de régler des petits soucis de calcul d'ombre. Je rescrolle un tout petit peu, excusez-moi. Et maintenant, c'est présent directement avec Eevee. Donc, ces problèmes-là ne devront plus exister. Donc, à garder en tête, parce que souvent, je vois des personnes galérer à avoir des rendus de la sorte. Ça venait tout simplement du bias de l'ombre. Maintenant, on pourra le changer directement avec Eevee. Donc, une fois de plus, plein de petites améliorations. Celle-ci est intéressante. Donc, des optimisations sur le calcul de subdivision GPU. Donc là, c'est pareil. Hein. Des grosses améliorations qui sont faites avec Vulkan. À voir si avec le système de base, à savoir l'OpenGL, c'est également conséquent. Mais en tout cas, ça c'est cool que ça s'améliore. Peut-être qu'un jour, on aura un système de subdivision adaptative dans Blender qui est stable et qui est performant. Actuellement, c'est pas vraiment le cas, c'est pour ça que j'en ai jamais vraiment parlé, je vous le déconseille parce qu'il est très peu stable. Mais c'est une fonctionnalité qui est présente dans tous les autres logiciels de 3D, du moins la plupart. Donc c'est un peu dommage, ils sont en retard sur ça. Donc toujours, hein, en termes de standards d'industrie ready, il y a des petites choses qui sont un petit peu dommages, hein, notamment sur l'USD, on le verra après. Mais bon, voilà. Globalement, il reste dans les standards. Donc si vous voulez passer dessus pour un petit projet, allez-y. Même pour un projet conséquent, hein, on voit de plus en plus de films d'animation, de jeux vidéo ou autres basés une grosse partie, voire l'intégralité de leur pipeline de fabrication sur Blender. Donc c'est la preuve que on peut faire des choses vraiment cool avec. Toujours dans une optique d'homogénéisation entre les nodes. C'est vrai qu'on avait pas mal de textures procédurales qui étaient présents dans le shader, dans le Geometry Node, mais qui n'étaient toujours pas disponibles dans le compositor. Bon, ça c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, toutes les textures qu'on avait l'habitude d'utiliser dans le shader editor est présent dans le compositor. Donc là, on a un exemple avec du white noise texture qui est mis en overlay avec l'image de base pour ajouter une sorte de grain. Donc maintenant, tout ça, vous pouvez l'utiliser. Le checker, par exemple, ça peut être ultra utile pour checker une alpha, pour checker de l'aliasing, pour checker le mix de plusieurs passes. Donc ça, c'est quand même ultra cool que tout soit englobé dans une même structure et qu'on n'ait pas un mismatch entre les différents panneaux de Blender parce que ça prête à confusion déjà les gens qui débutent, ça c'est sûr, et même les gens un petit peu plus confirmés, des fois on comprend pas trop pourquoi il y a des choses qui sont présentes dans un panneau et pas dans un autre. Donc petit à petit, toutes ces limites sont un petit peu floues et ça c'est cool. Donc voilà, c'est pour une harmonie du compositing. Donc pareil, plein de nodes qui étaient présents dans d'autres espaces comme les Geometry Nodes et le shader sont présents également dans le compositing. Donc c'est soit des opérations mathématiques de vecteurs, voilà, pour du add, pour des rotations de vecteurs, pour du mélange, le float curve, etc., etc. Donc tout ça, ça fait son apparition dans le compositor et ça c'est cool. Donc il y a également des nouveaux nodes qui sont intéressantes. Celle que je trouve vraiment cool, c'est le image info, c'est-à-dire que quand vous allez importer une image, vous allez pouvoir directement en extraire des métadatas, des données à partir de ce node-là. Alors c'est pas vraiment des métadatas à proprement parler, c'est-à-dire que si vous avez des données encapsulées dans un EXR ou autre, vous n'allez pas vraiment pouvoir les extraire à partir de ce node, mais sur des données de base, à savoir la dimension, l'échelle de celle-ci ou autre, ben vous allez pouvoir directement sortir des infos. La dimension, ça peut être assez cool, comme ça, vous pouvez faire des masques dynamiques basés sur la résolution de base, de votre image, et ça vous évite de faire des choses qui sont un petit peu incohérentes.
Donc voilà, pareil, tout ça, plein d'améliorations, donc ça c'est quand même très très cool. Donc toujours de plus en plus d'extensions présentes dans Blender, c'est normal, vu que c'est communautaire, il y a de plus en plus de personnes qui poussent des trucs là-dessus, et ça c'est beau, c'est chouette. Le Grease Pencil Glow Up, donc toujours des améliorations dans le Grease Pencil. Là, cette phrase résume assez bien l'objectif de Blender sur le court, moyen, voire long terme. Le but, c'est de faire cohabiter au maximum la 2D et la 3D dans vos projets Blender. Vous savez que depuis que l'apparition du Grease Pencil dans Blender, il y a plein de projets full 2D qui ont été réalisés, ce qui est vraiment cool. Il y a plein de projets 2D, 3D qui sont réalisés, ce qui est vraiment chouette parce que ça vous permet de profiter à la fois de l'outil de Grease Pencil de Blender et de l'injecter, de l'introduire dans tout le pipeline 3D de Blender que vous adorez tant. Et du coup, petit à petit, cette limite devient de plus en plus floue et on arrive à faire cohabiter les deux. Cette cohabitation, elle passe par plein de choses. Là, dans cet exemple, c'est l'ajout directement d'un render layer, d'un AOV, d'un render element, vous appelez ça comme vous voulez, du Grease Pencil. Donc en gros, on va venir isoler concrètement une passe de rendu, qui est le Grease Pencil. On voit bien que là, avec un split, on peut passer d'un à l'autre. Et ça va permettre en compositing de faire un traitement différent entre le layer Grease Pencil et le layer 3D. Donc ça, c'est super. Avant, on avait tout qui était un petit peu encapsulé, ou alors on devait faire des rendus séparés, les recombiner. Là, c'est directement dans un render layer. Donc ça, c'est ultra cool. Pour l'ajouter, donc activer, désactiver, c'est juste ici, dans les passes de rendu en termes de données. Ultra intuitif, ultra rapide. Donc ça, c'est chouette. Un nouveau système d'anti-aliasing, donc par défaut on était en SMA, qui est le Subpixel Morphological Anti-Aliasing, je suis sûr que vous l'aviez chez vous. Maintenant il y a le Super Sampling, qui est une nouvelle techno, et on a le Super Sampling plus l'ancien, vous m'éviterez de reprononcer ce mot barbare, qui permet d'avoir des résultats différents. Donc c'est pas forcément mieux, c'est pas forcément pire, ça dépend de ce que vous voulez obtenir. Donc vous voyez là par exemple on a un côté un petit peu sharp qui est obtenu, un petit peu comme si on avait quelque chose qui était aliasé, mais qui peut être potentiellement voulu. Là, on a quelque chose qui est un petit peu plus smooth, et là, on a quelque chose qui est encore plus smooth. Donc, vous voyez la diff en termes de traits. Donc là, on a quelque chose qui devient un petit peu flou, mais c'est le système d'anti-aliasing, c'est-à-dire que tout le crénelage va être gommé pour avoir quelque chose d'un petit peu blurry, un petit peu plus flouté. Donc, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez. Bien évidemment, tout ça, il y a des réglages, et en fonction de la direction artistique que vous voulez prendre dans vos rendus, ça va être un choix, un autre, voire un mélange des deux, mais au moins vous avez la possibilité de faire ce que vous souhaitez, et ça c'est chouette. Donc vous pouvez toujours faire des benchmarks et les envoyer à Blender si jamais ça vous intéresse. Enfin, quelque chose que je demandais depuis des années, voire une décennie. Jusqu'à présent, pour voir les UV d'un objet, on était obligé de passer en Edit Mode. Ce qui est un petit peu une aberration, d'ailleurs je le mets ici. Previously limited to Edit Mode. Donc maintenant, c'est visible à travers tous les objets mode, Paint View, Editor Mask. Donc on peut, quel que soit le mode, normalement, hein, c'est la promesse, moi j'ai testé un object mode, effectivement ça marche bien, mais c'est Any Mode at all times. Donc ça veut dire que quel que soit le mode que vous utilisez, regardez, quand je sélectionne des objets, je peux voir les UV, je peux même en sélectionner plusieurs, ça se superpose. Il y a plein d'options d'opacité, je peux l'afficher, le désactiver. Donc c'est ultra chouette. Moi j'attends juste de voir en termes d'optimisation. Imaginons que l'on ait une scène avec 500 objets. Si j'ai un panneau UV d'ouvert et que je sélectionne malencontreusement 500 objets, est-ce que Blender crash? Est-ce que Blender essaie de superposer les 100? Est-ce qu'il y a quand même une limite? Est-ce que par défaut c'est désactivé? J'ai plein de choses à tester sur ça, mais en tout cas, ils ont pensé au fait de l'activer et le désactiver pour des questions de performance, je pense, donc c'est quand même vraiment cool. Parce qu'avant on était obligé de passer en Edit Mode, et là pour le coup, 10 objets en Edit Mode, on appuie sur Tab, ça fait ramer. Là on reste en Object Mode, donc c'est quand même chouette. Alors ça, je m'y attendais pas parce que j'avais pas du tout lu, je m'étais pas spoilé la version. Donc maintenant, on a un nouveau type d'objet qui s'appelle le Point Cloud, donc un nuage de points qui peut être ultra cool pour la représentation de très gros nombres de points individuels dans un espace 3D, idéal pour la visualisation 3D de scan, donc de photogrammétrie, de système de particules, ou tout simplement pour visualiser des données un petit peu complexes. Donc regardez par exemple un exemple avec une ville. Donc ça paraît anodin, mais pour tout ce qui est photogrammétrie ou autre, c'est ultra chouette parce que c'est beaucoup plus optimisé que si j'avais des polis avec des faces, avec des arêtes, etc. Alors si on est en close-up, bien évidemment, ça ne fera pas l'affaire, hein, mais de loin ou pour un traitement de données, ça peut être ultra intéressant. Et surtout ça, moi ce que je vois, c'est le potentiel et toutes les portes que ça ouvre. Donc
Il y a par exemple une techno qui s'appelle le Gaussian Splatting, qui actuellement est à moitié compatible avec Blender. On est obligé de passer par du Geometry Node ou par des plugins externes. C'est pas fou. Ça va permettre de le rendre de plus en plus compatible et c'est ultra chouette. Peut-être également que ça ouvre la porte un jour à du deep compositing où on pourra avoir un nuage de points, une projection de notre scène 3D basée sur une information de deep. Pourquoi pas? Donc Cycle ne fait pas encore de deep, mais dans un futur plus ou moins proche, pourquoi pas? Et ce qui est cool, c'est que tout ça c'est compatible avec le Geometry Node. Donc on a la position, on a les informations sur le rayon, la position, la color, plein d'attributs, plein de metadata. Donc là vous voyez on a radius, color, position. Donc c'est ultra cool et c'est vraiment un nouveau type d'asset accessible avec Shift A, Point Cloud. Donc ça c'est cool. J'ai plein d'idées déjà de tests sur ce genre de choses. Des nouveautés en termes de randomize color. Sur le Hue, Saturation et Value sur les différentes brushes, vous voyez que là on a mis du random et du coup au fur et à mesure en aléatoire de Hue, Saturation, Value, donc ça c'est chouette. Donc il fait plein de petits tests pour faire des effets de paillettes et des effets de bombes à peinture ou autre, ça peut être quand même très très cool. Donc tout ça c'est accessible en Sculpt, Vertex Paint et Texture Paint, donc c'est chouette. Le Chop Chop, donc pour découper des mèches, beaucoup plus optimisé qu'avant de ce que j'ai testé, là pour le coup c'est assez radical en termes d'optimisation. Ça utilise une sorte de compilation entre le Boolean, le Geometry Node pour obtenir quelque chose de manifold, donc un mesh qui reste fermé, orienté comme il faut et physiquement correct. Donc à vous de tester en Sculpt Mode, mais c'est assez prometteur. Looking Good, donc là c'est pour ajouter des frames à la volée. Regardez, hop là, en laissant enfoncer un node et en déplaçant comme ceci. Donc ça c'est volé de Nuke et de Houdini. Ça permet d'enlever, alors dans Nuke Houdini c'est pour délinker les nodes, mais bon là c'est un petit peu pareil. Ça permet d'enlever de la frame l'outil sélectionné. Donc c'est quand même assez chouette. Et quand même ce qui est cool c'est qu'avant c'était beaucoup plus contraignant pour ajouter des frames. Maintenant, c'est plus intuitif, on peut drag and drop. Avec un simple F, ça permet de donner un nom et hop là, en un seul pop, ça crée la frame. Donc c'est quand même très très cool. Et pour organiser les sessions de travail et vos fichiers, c'est ultra important de renseigner tout ça. Clean Workspace, c'est vrai que ça c'est quelque chose qui n'était pas présent auquel bon, j'avais pas forcément pensé. Ça peut être utile, notamment si vous débutez et que vous voulez un petit peu alléger votre scène. On peut maintenant filtrer les options présentes dans les properties. Donc c'est à vous de mettre ce que vous voulez. Si vous savez qu'il y a des choses que vous n'allez jamais utiliser, vous pouvez les enlever. Ça peut être intéressant notamment si vous travaillez à plusieurs et que vous avez des spécialités entre vous. Si quelqu'un fait par exemple que de la modélisation, il n'a pas forcément besoin d'avoir accès à la physique, aux contraintes, aux bones ou autre. Au contraire, quelqu'un qui fait du rig, ben lui pour le coup il faut le bones, les bones constraints, mais peut-être qu'il s'en fiche d'avoir le world et les matériels. Donc voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir un espace organisé, défini et précis pour ce que vous voulez faire dedans. Des améliorations en ce qui concerne l'asset file browser, donc ça c'est ultra cool, ça permet de changer dynamiquement l'échelle des miniatures avec différents types d'affichage, soit en liste, soit en miniature, donc ça c'est cool. Et maintenant également, un nouvel outil qui est ultra chouette, c'est qu'on peut prendre directement un screenshot de notre viewport pour la mettre en thumbnail, donc en miniature de notre librairie. Donc ça c'est cool. Imaginons qu'on ait fait un magnifique shader de bois, on fait un rendu, on peut prendre un screenshot et automatiquement il sera disponible dans notre librairie. Donc ça c'est ultra intéressant. Donc plein de modifications une fois de plus sur le user interface, à savoir toute l'interface de Blender, et plein de petites modifications. Je vous laisserai lire tout ça, il y en a énormément, vous vous doutez bien que si on lit tout ça, on s'en sort plus. Moi ce que je vois toujours pas dans l'USD, c'est la possibilité de faire un stage USD. Donc actuellement, on peut importer des USD, ça c'est cool, mais on peut pas le référencer, pour faire simple. C'est assez critique. Donc tant qu'on n'a pas ça, on peut pas dire que Blender est compatible entièrement avec un pipeline USD, ce qui est un petit peu dommage parce que de plus en plus l'industrie se dirige vers ça. Tous les autres logiciels de 3D, du moins la plupart, ont fait l'effort de faire vraiment, d'assumer le passage à l'USD en termes d'interprétation et d'introduction dans leur logiciel. Blender, c'est pas encore tout à fait ça, c'est assez dommage. Après, c'est un travail assez conséquent, hein, parce que ça fait revoir toute une structure, toute une organisation du logiciel. J'espère qu'on l'aura assez rapidement. Ce serait cool qu'on ait cette année. J'aurais plein de choses à vous montrer dessus. Mais voilà, pour profiter vraiment de l'USD, qui est un format ultra cool, et qui plus qu'un format, c'est vraiment un descriptif de scène,
ce serait intéressant qu'ils déploient des modifications sur ça. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, les points clés, c'est plein de nouveaux géométrie nodes, notamment sur le Grease Pencil, qui a pour but de se fusionner petit à petit avec le pipeline 3D, donc avec un AOV spécifique, plein de combinaisons sur les imports de nodes. Le deuxième point clé, c'est l'apparition de Vulkan, l'API graphique, optimisée. Donc pensez bien à mettre à jour votre système, notamment votre carte graphique, pour que tout ça soit compatible et profiter des meilleures optimisations et des meilleures performances possibles. Et le troisième point majeur que j'ai envie de vous dire, c'est le nouveau type d'objet. C'est quand même rare qu'on ait des types d'objets nouveaux qui apparaissent dans Blender, qui est le nuage de points. Donc plein de potentiel sur ça, donc c'est quand même très très cool pour ceux qui font de la photogrammétrie. Potentiellement un jour, comme je disais, le Gaussian splatting, voire le deep compositing, ça ouvre plein de portes dans le corps de Blender, et ça c'est cool. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On testera tout ça bien évidemment ensemble, soit en live directement sur ma chaîne Twitch qui est présente juste ici, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil, soit sur des vidéos dédiées sur ma chaîne YouTube. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à télécharger la version, elle est totalement gratuite comme d'habitude, je mettrai le lien dans la description, et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, à plus, et bon Blender.